Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, le soleil est un acteur payé par ma personne pour cette magnifique luminosité. Je vous parle avec une petite voix parce qu'on est dimanche matin, il est très tôt, il est 6h30 et j'ai toute la journée devant moi pour lire. Donc bienvenue dans 24 heures de lecture féministe. Je ne me renseigne plus tellement sur la question parce que j'ai énormément écouté de podcasts, notamment Les couilles sur la table et La poudre, qui sont des podcasts qui m'ont accompagné pendant 5 ans, je pense, pendant toute leur existence en fait. Et récemment, ce matin, je me suis dit qu'il était temps de relire tout ça. D'abord, on a une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes, qui a été écrit et dessiné par Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revel et Myriam Lavial. Donc ça va raconter l'histoire de la vie de Gisèle Halimi, c'est un hommage à son travail. Je vous raconterai qui est cette personne. Ensuite, on a le livre du podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Ce livre reprend tous les thèmes qu'elle a abordés dans les podcasts, mais de façon digeste. De ce que j'ai commencé à lire, je trouve qu'elle a une façon d'aborder les sujets qui est beaucoup plus ouverte aux hommes que ce dont j'avais le souvenir quand j'écoutais le podcast. C'est un bel hommage à son propre travail qu'elle fait ici, et même si je déteste la couverture, je trouve que l'intérieur, la mise en page est très jolie. Ça reprend donc tous les thèmes bien organisés qu'elle a abordés dans son podcast pendant 2 ans. Il y a aussi quelques inserts ou quelques extraits des interviews qu'elle a faites au cours de ces 2 années. Ensuite, toujours aux éditions Point, on a Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues. Alors Maya Mazorette, c'est une personne que j'ai entendue sur des émissions, mais que je n'ai jamais lue, parce que ces articles sont payants. Félicitations. Je me souviens d'une interview comme ça où elle expliquait que c'était assez chouette pour elle que ce soit payant, parce que ça voulait dire que le sexe était devenu un sujet intéressant pour les journaux. Donc bravo Maya. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal aussi, parce que toujours dans une question féministe, les dynamiques en fait se jouent à toutes les échelles de notre vie, que ce soit au travail, dans nos relations amicales, amoureuses, sexuelles, dans nos goûts, dans ce qu'on attend de nous, etc., etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir un focus vraiment sur la sexualité, qui est un sujet évidemment tabou et qui en plus est un sujet très important. Hâte de découvrir ce qu'elle a à en dire. Et le dernier, ça va être 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig. Très honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit féministe, mais c'est centré autour d'un personnage féminin. Je pense que ça va, après la lecture de de cette BD et de ces 2 livres, ces 2 essais, je pense que ça va apporter un regard différent sur sur cette petite nouvelle de Stéphane Zweig. On va tranquillement se mettre en mouvement vers le canapé et commencer ce petit vlog lecture. Et ensuite, je vous ferai des petites updates de temps en temps. Voilà. En première prise de parole, je voudrais vous parler de la BD Une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est une BD qui raconte la vie de Gisèle Halimi. Et je l'ai lue hier soir, et c'est cette BD qui m'a donné envie de faire ce petit vlog 24 heures de lecture féministe. Parce que déjà, ça faisait longtemps. J'adore les BD parce que vraiment, je trouve déjà qu'en France, on a une chance inouïe, c'est qu'on a de très bons illustrateurs et de très bons rédacteurs, je ne sais pas comment on dit, scénaristes, écrivains de BD. On a une chance vraiment folle là-dessus. Et souvent, quand je regarde des BD, je me dis que c'est cher, parce que par exemple, celle-ci coûte 22 €, mais qu'en vrai, au regard du travail qu'il y a derrière, ça pourrait coûter vraiment 45 fois plus cher, parce que c'est des planches et des planches d'art. C'est juste incroyable, et souvent le travail rédactionnel derrière est aussi hyper important. La recherche, parce qu'il y a beaucoup d'essais qui sont transformés en BD pour les rendre plus accessibles, et c'est le cas d'une farouche liberté. Alors, personnellement, je connaissais Gisèle Halimi parce que j'avais lu le livre Le procès de Bobigny il y a très longtemps. J'avais trouvé ça fantastique, du coup ce récit qui explique comment Gisèle Halimi a transformé un procès pour une jeune fille qui avait avorté en procès contre l'interdiction d'avortement. C'est un peu compliqué la façon dont j'ai exprimé les choses, mais en gros, c'est une avocate qui a permis à la loi sur l'avortement d'être repensée. En tout cas, d'être autorisée à être repensée. Elle a aussi initié. Et en fait, en lisant cette BD, je me suis rendu compte que cette femme a initié énormément de choses. D'abord, elle a grandi en Tunisie à l'époque où c'était encore un protectorat français, et elle a commencé à se battre
contre ses parents pour pouvoir faire des études. Elle a réussi brillamment, elle est devenue avocate, comme on le sait aujourd'hui. Ce métier passion lui a permis de se battre pour les causes qui lui semblaient être importantes, et notamment au moment de la guerre en Algérie. Elle s'est battue, elle a défendu beaucoup de personnes qui avaient été torturées, emprisonnées de façon illégitime pour leur rendre leur liberté. Elle a aussi aidé des causes féministes avec des femmes qui ont été torturées et malheureusement qui ont subi un des crimes les plus graves, qui anéantit les personnes. Et tout ça est raconté dans ce livre avec le procès de Bobigny, mais aussi avec le moment où elle est devenue députée, ses interactions avec les présidents français. Et en fait, c'est là où je me suis dit, waouh, cette femme a traversé l'histoire de France. Elle a posé quelques pierres assez importantes, et notamment la fin de la pénalisation de l'homosexualité. Vraiment une femme qui a fait un travail incroyable pour la France, et c'est un très bel hommage qui lui est rendu dans cette BD. Donc je trouvais très important de vous en parler un peu plus en détail ici. Hello, je sais pas si vous allez m'entendre parce que je suis dans un café, il y a énormément de bruit, mais c'est le moment de tester l'efficacité de ce micro. Je viens de finir Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon et ça m'a fait du bien de retrouver une pensée féministe, claire, organisée, concise. Je crois que ça m'avait manqué. Voilà. Elle a extrêmement bien structuré son discours, je la trouve très ouverte dans ce qu'elle propose. Elle fixe quand même des limites qui sont les siennes et qui sont à respecter, comme toute limite, mais ce qui nous pousse aussi à nous poser des questions. Pourquoi est-ce que ça nous dérange? Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas aller jusque-là? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a donné Enfin, je pourrais vous dire ce qui se passe dans ce livre, mais en fait, si vous avez écouté les épisodes de son podcast, c'est pas nécessaire. En revanche, si c'est pas le cas, elle va étudier les dynamiques qui font d'un homme un homme, donc les dynamiques de la masculinité, de la virilité, sous différents angles, au travail, dans leurs relations sexuelles, dans leurs relations amoureuses, à la maison. Elle parle pas tellement de parentalité, mais ça vient un petit peu aussi avec l'évocation de la charge mentale. Du coup, pendant que je lisais ça, j'ai aussi lu la petite BD d'Emma, Fallait demander, sur la charge mentale, qui est absolument fabuleuse. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est vraiment un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains, qui va générer des discussions si on a envie d'avoir des discussions. Si on n'a pas envie d'en avoir, c'est pas la peine de l'offrir. Mais je pense qu'il peut être lu uniquement par partie en fonction des thèmes qui vous intéressent. C'est le travail, c'est la vie en ménage, etc. Comprendre ce qu'on veut pas, pourquoi, et à remettre en question ce qui nous met mal à l'aise. Pas pour dire que tout doit être remis en question, parce qu'elle est quand même révolutionnaire, elle aimerait que le système complet change. En tout cas, je trouve ça agréable quand même de pouvoir se poser des questions, c'est toujours très important, et de pouvoir au moins améliorer ce qu'on peut dans notre quotidien, dans nos relations et au travail, etc., etc. Puisque de toute façon, on ne vit pas dans un monde 100% féminin ou 100% masculin, et du coup, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que le sujet autour du foyer et de la charge mentale, c'est aussi le plus difficile à traiter parce qu'en fait, il est tellement privé, intime, et qu'on n'a pas envie en fait de se battre avec son époux, avec son épouse. On n'a pas envie de faire la guerre sur les tâches ménagères, et parfois on va pouvoir trouver des solutions de facilité, de faire la vaisselle, le rangement, s'occuper des enfants, assumer la charge mentale en réalité, parce qu'on a envie que ça se passe bien. Après, la question, c'est est-ce que ça peut bien se passer dans ces conditions? Et j'ai pas de réponse. Et elle non plus, mais c'est intéressant de se poser la question et d'ouvrir la conversation aussi avec l'être aimé. Donc, j'ai trouvé ça génial. Je viens de commencer Maya Mazoret, puisqu'elle m'a donné envie de lire Maya Mazoret, entre autres. J'ai aussi envie de lire, du coup, Titiou Lecoq, Mona Chollet, et son deuxième livre qui s'appelle Le cœur sur la table.
Mais concernant Maya Mazorette, le livre que j'ai d'elle s'appelle Le sexe selon Maya, et en fait elle reprend ses articles, et vraiment je n'avais jamais lu ses articles, mais elle est aussi drôle qu'en interview. Donc je suis ravie, je rigole beaucoup. J'en apprends aussi pas mal. C'est marrant de voir le point de vue qu'elle a, comment elle tourne les choses. Elle a des tournures de phrases qui sont juste trop drôles, des métaphores assez marrantes aussi. Un certain cynisme qui permet d'aborder des sujets sérieux avec une pointe d'humour qui est parfois très nécessaire. Salut! Il est temps de faire un petit point d'étape parce que j'en suis à la moitié du sexe selon Maya, au-delà des idées reçues de Maya Mazorette. Et en fait, en regardant la mise en page tout à l'heure quand je vous parlais de Victoire Tuaillon, je me suis dit que c'était un peu moins lisible que ce que Victoire proposait parce que c'est présenté comme des articles. Voilà. Donc on a deux colonnes que je trouve pas très lisibles personnellement. Enfin, c'est très lisible, la mise en page est bien faite, c'est joli, c'est coloré, j'aime beaucoup, c'est très amusant. Mais je trouve pas ça très digeste sous format livre, malgré tout. J'ai quand même lu la moitié du livre jusqu'à présent. C'est très intéressant, donc c'est divisé en plusieurs parties. Les deux premières, pour l'instant, concernent nos corps et nos pratiques sexuelles. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec Maya, c'est qu'elle va aller titiller là où ça nous met mal à l'aise, là où ça fait peur, et là où ça appelle aussi plus de vulnérabilité. Et elle le fait avec beaucoup d'humour, un peu de cynisme, et aussi beaucoup de bienveillance dans le sens où elle appelle à une sexualité qui permet de créer du lien entre, enfin au sein du couple sexué, et de faire preuve de vulnérabilité dans sa sexualité pour sortir justement des schémas qui existent aujourd'hui. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc j'avais besoin d'une petite pause, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup d'informations et que ça reste des articles. Je ne suis pas une grande liseuse de presse, donc ce ne sont pas des formats que je lis de façon avide. Il me reste donc deux parties. La première est sur nos habitudes culturelles. Et ensuite, il y a la dernière partie qui s'appelle Nos idéaux, j'imagine, pour repenser un peu nos idéaux. Et j'espère que ça me faire penser à un essai de Mona Chollet que j'avais trouvé génial qui s'appelle Réinventons l'amour. Et parce que j'avais besoin d'une coupure et que j'avais besoin d'un roman après tous ces essais, toutes ces histoires vraies, ces biographies. J'ai commencé du coup 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig et je me suis arrêtée à un moment extrêmement effrayant pour le personnage principal et pour moi-même. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce court roman, dans cette presque nouvelle qui fait 150 pages, on va suivre 24 heures dans la vie d'une femme à l'époque où elle avait 42 ans. Et c'est une femme qui a aujourd'hui une soixantaine d'années qui le raconte. J'adore quand il y a des personnages âgés. Je trouve que ça manque sur la scène littéraire. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui ne les vois pas, mais en tout cas, je cherche vraiment des histoires qui sont centrées sur des personnages âgés. Il y en a un que j'ai trouvé qui s'appelle Tombe en anglais, ou Tombe en français. Je ne sais pas s'il a été traduit, j'essaierai de le trouver. Mais ça tourne autour, pareil, d'une sexagénaire et j'ai très très envie de le lire. Et ça a été en plus écrit en hindi, donc ça ajoutera un peu à ma liste de lectures diversifiées. Mais revenons à nos moutons. Ici, nous suivons une Anglaise qui a une soixantaine d'années et qui raconte à un homme à qui elle a décidé de faire confiance 24 heures de sa vie de femme, au cours desquelles elle a fait preuve d'extrêmement de vulnérabilité. Et là, je suis au moment où ça se complique pour elle, donc je ne vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais je suis extrêmement intriguée, je suis très attachée au personnage maintenant, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et j'espère que ça va bien se passer. Pour ce qui est de l'approche féministe, j'ai hâte de voir comment ce qui est en train de se passer va être traité, pour voir si ça résonne effectivement avec le thème de la vidéo. Peut-être pas, peut-être que je me suis méprise en voulant l'insérer dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant quand même d'essayer de faire une lecture féministe d'une œuvre écrite par un homme, vécue par une femme.
donc avec un male gaze, comme on dit dans le jargon. Et en attendant, on retourne lire. J'ai fini 24 heures dans la vie d'une femme et je suis confuse. Ma première réaction, c'est no, hell no. Je vais devoir spoiler. Donc, si vous n'avez pas envie, je vais vous mettre un petit chronogramme pour vous dire fin du spoil. Mais cette histoire, c'est l'histoire d'une femme d'une soixantaine d'années qui raconte son histoire d'il y a 20 ans, quand elle a rencontré un mec qui l'a vachement émue par ses mains. Donc au début, ça, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont elle décrivait ses mains, ce que ça voulait dire de son état d'esprit, et comment après elle en vient à voir son visage qui est complètement fou, parce qu'en fait, le mec est complètement accro au jeu. Elle voit que lorsqu'il perd ses gains, il y a quelque chose qui se brise en lui, et il va s'asseoir sur un banc, il se met à pleuvoir, et décide de le sauver, de lui payer un hôtel. Là commence une confusion pour le mec, parce que bien qu'il ait refusé au début de la suivre, il va accepter qu'elle lui paye l'hôtel et il va l'agripper par le bras, l'emmener dans sa chambre et la violer. Et donc, elle ne rentre pas dans les détails, elle dit pas que c'était un viol ni rien, mais elle dit que c'était plus douloureux que la naissance de ses enfants, que c'était horrible et que quand elle s'est réveillée le matin, elle priait pour que ce soit faux. Mais quand elle s'apprête à fuir la chambre de façon totalement justifiée pour rentrer dans son hôtel et se remettre de ses émotions, clairement, elle le voit en train de dormir et elle trouve qu'il est angélique. Et du coup, cette femme qui était en deuil, donc la femme parfaite, qui s'est transformée en putain au cours de cette soirée, se transforme en madone et elle va essayer de sauver cet homme. Donc elle va le réveiller, elle va vouloir faire en sorte qu'il rentre auprès de sa famille, elle va lui donner de l'argent, elle va le récupérer des trucs qu'il a mis en gage qui sont importants pour lui. Ils vont aller à l'église, il va prêter serment, blablabli, blablabla. Et évidemment, vu que le mec est un accro, foutraque, il va reparier tout l'argent, elle va s'en rendre compte et elle va être très énervée, elle va lui dire, puisqu'elle va être en public, et en fait il va la repousser, et elle va être complètement humiliée. Ce qui la dérange, elle, c'est cette humiliation-là, d'avoir un millier d'yeux qui la regardent une fois qu'elle a été mise par terre et qu'on lui a balancé de l'argent au visage, comme si c'était une prostituée, c'est ce qu'elle dit. Ça l'a vraiment humiliée. Et après, elle rentre du coup de façon très rapide chez elle, enfin chez son fils, où elle va rester pendant quelques temps, et sa famille est très inquiète. Et en fait, mon premier truc, c'était, voilà, ok, super. Donc la meuf s'est fait agresser, la pauvre, d'une façon violente. Elle s'est dit ensuite que le mec était angélique et qu'elle avait jamais vécu de moment plus beau que le moment où il était repenti, etc. Et quelques heures après, il va complètement l'humilier devant tout un casino. Et je déteste ce triptyque de la pute, la mère et la madone, là, ça me dérange. Surtout que là, c'est fait de façon où je trouve qu'il n'y a pas de d'empathie envers cette dame et ce qu'elle a vécu. Enfin, il y en a de la part du lecteur, nous. Et en même temps, en y réfléchissant un peu, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième angle à donner à cette lecture, qui serait que quand elle arrive chez son fils, elle fait une espèce de dépression où elle dit qu'elle a besoin de se laver parce qu'elle se sent sale, pas seulement du voyage de 48 heures, mais de tout ce qui vient de se passer, parce qu'elle refuse d'expliquer ce qui s'est passé dans cette chambre, parce qu'elle se réjouit d'apprendre quelques années plus tard que cet homme s'est suicidé, et parce que, comme beaucoup de victimes de viol, c'est quelque chose dont elle ne parlera qu'une seule fois, à cet homme qui lui a inspiré confiance dans cet hôtel 20 ans après les faits, parce qu'il a fait preuve d'empathie et d'une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis d'un cas similaire dans l'espèce de maison de retraite où elle est. Quand elle se confie à cet homme, c'est presque comme si elle était allée au confessionnal, en fait, et qu'elle avait pu relâcher un peu sa peine. Mais la position de cet homme, je la trouve très bizarre parce que lui ne va rien dire. Voilà. Pas d'absolution, pas d'excuse, rien. Donc, je sais pas, j'ai un avis complexe. Donc je sais pas quoi vous dire. J'ai pas envie de conclure. Et je suis curieuse d'avoir votre avis si vous l'avez lu. Vraiment. Que ce soit en commentaire ou sur Instagram, venez qu'on en discute. Mais texte très désagréable à lire, je n'ai pas du tout aimé. Et à la fois, je me dis peut-être qu'il y a deux lectures et que Stéphane Zweig est un génie. Voilà. Donc, mais j'ai pas trouvé que c'était une bonne introduction à Stéphane Zweig pour moi, parce que
ça laisse trop de place à l'interprétation d'un côté comme de l'autre, même si c'est hyper important d'avoir la place de l'interprétation et de pouvoir analyser les textes de façon différente, sous des angles différents. J'ai pas envie que ce genre de discours qui voudrait que sauver quelqu'un qui nous a agressé soit la norme se diffuse. Je trouve pas que ce soit très sain. Mais bon, peut-être que ça l'est. Pouvoir pardonner, peut-être. Le sauver, peut-être pas notre rôle. Après voilà, c'est la première fois que je lis cet auteur autrichien, j'en lirai d'autres, surtout qu'en ce moment j'arrête pas de voir des trucs comme quoi il faut absolument lire Zweig, qu'il est incroyable, etc. Ça reste des textes qui sont courts, donc ça peut se faire. Mais j'avoue que contrairement à Camus d'il y a quelques semaines, j'y replongerai avec plus d'appréhension. Ouh. Et juste comme ça, on est 24 heures plus tard et le challenge prend fin. Je suis ravie, ravie, ravie d'avoir fait ce challenge. Le dernier livre dont je ne vous ai pas parlé, c'est Le sexe selon Maya. Donc je l'ai fini hier soir très tard dans la nuit. Alors je l'ai fini un peu tard, mais j'étais contente de pouvoir le finir parce que sinon je pense que j'aurais eu du mal à y retourner vu que c'est une association d'articles. C'est comme si on lisait un énorme journal. Alors comme je vous disais, la mise en page, je la trouvais un peu compliquée pour lire vraiment comme un livre. En fait, il aurait fallu une autre présentation. Bref, on s'en fiche. Le cœur du texte, je l'ai trouvé très bien, dans le sens où je trouve qu'elle déculpabilise énormément, qu'elle pousse à la réflexion et à l'empathie envers son partenaire, qu'elle casse aussi des mythes avec la science sur le fait que la monogamie, par exemple, permette aux gens d'avoir plus de plaisir parce qu'ils se connaissent et qu'ils se sentent en sécurité. Ça m'a pas mal marqué, j'avoue. Elle casse les mythes, mais sans critiquer les gens qui sont polygames, qui font du BDSM, etc. Elle parle également du sexe vanille, donc ce sexe qui serait un peu classique, et elle explique qu'en fait, c'est pas une fin en soi, en fait, de devoir tout essayer. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où on a l'impression que pour être tolérant, parfois, il faut devoir tout essayer, il faut vouloir tout essayer. C'est intéressant parce qu'en ce moment, je suis un peu en réflexion là-dessus, donc c'est pas une idée finie. Mais c'est vrai qu'il y a presque une injonction à tout essayer et parfois s'éloigner du script classique, on va dire, parce qu'il serait associé à un mouvement politique ou à des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Et en fait, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il y a des choses sur lesquelles on admet tous qu'on ne peut pas changer, comme le fait d'être hétéro, par exemple, ou gay. Je trouve ça intéressant de se poser les questions de l'autre, dans l'autre sens, en fait. C'est bien de prôner la diversité, et je suis à fond pour ça, mais c'est aussi bien de savoir quand c'est pas notre cas. C'est cool, et c'est pas la peine d'aller chercher à être quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé tous les livres que j'ai lus. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ressors grandi. C'était peut-être un peu beaucoup, mais je suis dans une frénésie de lecture, donc autant en profiter. Il y a beaucoup d'informations. Je pense que je refeuilletterai, c'est dur à dire, ces livres, notamment celui de Victoire et celui de Maya. Ça fait émerger des discussions, ça permet de prendre des angles différents aussi. Le fait d'avoir fait une pause aussi sur ces sujets pendant plusieurs années, parce qu'à un moment j'en écoutais vraiment quasiment quotidiennement, ça m'a permis de prendre du recul et de me poser les questions sous des angles différents. Entre-temps, j'ai aussi grandi, j'ai changé, j'ai appris à faire plus de place à la vie d'autrui, ce qui n'est pas un travail aisé, mais qui est important, je pense. Et du coup, ça me permet d'avoir d'autres points de vue qui sont peut-être plus proches de ce qui me rend confortable. Du coup, j'ai trouvé ça trop chouette. C'était hyper enthousiasmant. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner. On se revoit la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.